Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu. Précisément dans la zone de santé de Beni, la 15e épidémie a duré plus d'un mois. Information délivrée aujourd'hui par le ministre de la Santé. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information pour plus d'amples détails. La sécurité des Kinois en danger. Les Kuluna donnent la mort sans peur. La montée de la criminalité dans la capitale a commandé une réunion de sécurité autour du Premier ministre. Dans le lot, le conflit Tekeyaka dans le Maindombe. Des infiltrés sont à la manœuvre. La population est appelée à dénoncer les auteurs des actes ignobles. Reconversion des prisonniers à la production agricole. Des équipements pour les fermes pénitentiaires sont disponibles pour Luzumu et Kananga notamment. Question d'organiser une auto-prise en charge alimentaire dans les prisons. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Aucun nouveau cas confirmé d'Ebola n'a été détecté depuis 42 jours dans la zone de santé de Beni. La maladie a été contenue grâce à l'expertise des équipes locales et une surveillance renforcée. Le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui la fin de l'épidémie. On l'écoute. Notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Beni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord Kivu et la 3e dans la ville de Beni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Beni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Beni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Montée du banditisme à Kinshasa, les Kuluna n'ont plus peur à donner la mort. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a reconnu. Le premier ministre Sama Lukonde a convoqué les services de sécurité autour de ce phénomène. Au sujet du conflit Tekeyaka, le gouvernement appelle la population à dénoncer les infiltrés. Il y a une main noire derrière les atrocités dans le Maindombe. Conflit meurtrier Tekeyaka, l'armée, la police et la population invités et encouragés à mettre la main à la pâte pour combattre l'insécurité et la désolation qui ont élu domicile dans les Grands Bandundu, notamment dans les territoires des Kwamut et des Bagata. C'est ce qui ressort de la réunion de sécurité présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King à la primature. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito, les inciviques non autrement identifiés posent des actes ignobles, source de pertes en vies humaines. Cette situation corrobore avec une main noire manipulatrice, une façon certes de déstabiliser les pays. Ce conflit communautaire doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité qui sont mises en œuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maindombe, plus particulièrement dans le territoire de Kwamut et sur la route nationale numéro 17 où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savanes
en train de continuer à commettre des actes ignobles. Nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ces traits et ces inciviques s'agissant de la ville de Kinshasa, où nous sommes en train de vivre. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi, en ce que les Kuluna ne se gênent plus aujourd'hui, n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa, et même l'armée, d'être debout, parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Cette réunion qui a abordé aussi la question des bandits d'Ikuluna dans la capitale Kinshasa a regroupé quelques membres du gouvernement et des services spécialisés, ainsi que les gouverneurs de la ville-province Kinshasa autour du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. La SNCC fait face à plusieurs difficultés qui bloquent son fonctionnement. Plusieurs sites de cette entreprise de l'État font l'objet de spoliations. L'information est arrivée sur la table du Premier ministre aujourd'hui. Fabien Mouton, directeur général de cette entreprise du portefeuille, a présenté la situation à Jean-Michel Samalukonde. Pati Tondouangou Kizunda, Julien Piana, reportage. Ces comptes cantonnés régulièrement de constructions anarchiques pullulent dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Son directeur général, Fabien Mouton, s'est vu dans l'obligation de voir le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour trouver des solutions à ces problèmes qui empêchent le bon fonctionnement de cette entreprise du portefeuille de l'État. Si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Les chemins de fer de la SNCC traversent au moins 12 provinces de la République démocratique du Congo et ont un rôle important à jouer dans l'économie nationale. La perturbation du fonctionnement de la SNCC a un impact direct sur les paniers de la ménagère, poursuit Fabien Mouton. Nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ces paquets du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise, puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent. C'est une oreille attentive que cette a trouvé de la part du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge ce mardi 27 septembre 2022 à la primature. En nouvelles et en bref, adoption aujourd'hui à l'Assemblée nationale du calendrier de la session ordinaire de septembre 2022, une session essentiellement budgétaire, mais qui va également traiter des arriérés législatifs, 50 arriérés des matières législatives, 10 matières non législatives et 5 textes de loi transmis au Sénat pour examen en seconde lecture ont été adoptés moyennant amendement. L'entérinement des membres des droits de l'homme, le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vont être débattus. C'est une dépêche de Sylvie Moembo.
Exposition des équipements et de la technologie militaire à Pretoria en Afrique du Sud. 24 pays du monde ont démontré les avancées réalisées dans le domaine de la défense aérienne dans leurs pays respectifs. Une rencontre en présentiel après 2 ans d'interruption. La RDC a pris part à cette foire. Robert Ndaechi Sensei. De l'aérospatiale, de la défense et des retours à Pretoria en Afrique du Sud après 2 ans d'absence liés à la pandémie du coronavirus. La capitale sud-africaine accueille à nouveau ce qui s'est fait de mieux en matière de défense aérienne. Plus de 200 exposants venus du monde entier y prennent part. 24 pays au total sont présents cette année à cette foire militaire. La République démocratique du Congo était représentée à cette foire d'exposition des équipements, matériels et technologies militaires par la vice-ministre de la Défense nationale qu'accompagnait l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidel Binene Moulaja. Le Congo est agressé par les Rwandais. Nous avons plus parlé de cette agression. Et nous avons dit qu'au niveau nous devons trouver solution pour ces problèmes, que nous attendons la décision de la SADC et de nos deux présidents de la République pour qu'enfin ces problèmes de Thierry puissent prendre fin. La ministre de la Défense sud-africaine, Modise, explique que la défense reste importante pour les pays de Nelson Mandela, car il est l'un des piliers de la nation sud-africaine. Avions, hélicoptères, drones ont été admirés par les participants à cette foire militaire sur la base aérienne de Waterkloof. La RDC, qui était engagée dans la réforme de l'armée, s'inspire du modèle sud-africain pour rendre son armée très professionnelle et compétitive en Afrique, surtout qu'elle subit une agression de la part du Rwanda, a affirmé le représentant de Félix Tshisekedi en Afrique du Sud, Fidel Binene Moulaja. François Hollande, en homme ordinaire au Musée national de la RDC à Kinshasa, l'ex-président français a admiré les œuvres qui retracent l'origine de l'histoire politique de la RDC. Il a effectué une visite guidée dans ce lieu historique. Détail, Cédric Keninambo. Un François Hollande décontracté, loin des pesanteurs protocolaires qui revient en RDC avec un statut d'ancien président de la République. Les voici, plus qu'intéressés par l'immense culture congolaise. L'Institut des musées nationaux de la RDC est l'une des premières étapes de sa visite. Accompagné du directeur général de l'Institut des musées nationaux de la RDC et son adjoint, l'ancien président français et sa compagne, Julie Gaillet, scrute chaque objet d'art et le poids de son histoire. Et je remercie vraiment ces dirigeants parce que c'est une exposition tout à fait remarquable sur l'histoire en définitive du Congo et sur les objets, les modes de vie et aussi les créations qui ont pu scander la vie du Congo. L'Académie des Beaux-Arts a fait partie de son agenda. Tableaux, sculptures et autres œuvres produits des étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire ont été visités. Pour revenir sur l'Institut des musées nationaux, celui-ci est dépositaire du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo et conserve plus de 45 000 œuvres, représentant 450 peuples en un seul. Juger les œuvres par leur performance. Les constructeurs ont la corde au cou. Ils viennent de signer de contrats de performance. La voirie de Kinshasa est concernée. Gestion des fonds, qualité des infrastructures. Le Premier ministre exige le sérieux et la responsabilité dans la réalisation de ces œuvres. Eurydice Ketoutou. Désormais, l'exécution physique et financière des projets se fera dans les normes. Pour ce faire, le coordonnateur de la cellule infrastructure, à côté de ses pairs, a signé un contrat de performance en présence du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Cet engagement concerne 3 projets financés par la Banque mondiale, le FIDA et la BADEA, à savoir la réhabilitation de quelques artères de la capitale. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer le contrat de performance pour 3 projets de réhabilitation de voirie urbaine de Kinshasa, la première phase, 5 artères, l'avenue Biangala, Bianda, Kisenso, Kimwenza et Croix-Rouge. Pour la BADEA d'abord, donc la deuxième phase comprendra plusieurs autres artères de la ville de Kinshasa. Mais comme deuxième engagement qui a été pris, c'est dans le cadre d'un projet
que nous avons avec la Banque mondiale, le projet Kinelenda, qui comprend plusieurs volets. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à travers ce contrat de performance, le gouvernement de la RDC et les unités de gestion s'accordent à accroître la capacité nationale dans l'absorption des fonds alloués au pays pour améliorer les conditions de vie de la population. Le Premier ministre a à cette occasion invité les différentes parties impliquées dans ce processus à agir en toute responsabilité car le bien-être de la population en dépend. Dans les prochains mois, plusieurs chantiers vont s'ouvrir dans la province du Mai-Ndombe. Aujourd'hui, plutôt hier, un contrat de partenariat a été signé entre le BCECO et la province du Mai-Ndombe. Ce partenariat vise la construction et la modernisation des infrastructures physiques de base. Reportage. C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le Bureau central de coordination BCECO et la province du Mai-Ndombe à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Mabi Moulumba et la gouverneure Rita Bola. Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes, de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base. Car Mai-Ndombe semble avoir été oublié après le démembrement. Vraiment, pour moi, la signature, c'est une grande expérience, c'est vraiment un début de mon mandat où je veux marquer pour cette province afin que nous ayons des infrastructures. Une province longtemps oubliée, mais aujourd'hui, grâce à ce protocole d'accord avec ce bureau de coordination, nous allons désenclaver notre province. Nous avons confiance avec l'expérience qu'a ce bureau de pouvoir vraiment développer notre province. La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Mai-Ndombe qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du BCECO. Et nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de Madame la gouverneure, le Mai-Ndombe cette fois-ci va devoir booster son développement. Ces protocoles d'accord signés entre le BCECO et le Mai-Ndombe est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État, celle de transformer le Congo profond. Prise en charge alimentaire des prisonniers, des équipements et matériels aratoires ont été remis pour les prisons de Louzoum au Congo central et de Kananga au Kasaï central, une action réalisée grâce au partenariat avec le PNUD dans le cadre de la réforme de la justice. Joseph Oscar Mbalkaïj. Cette cérémonie officielle vaut son pesant d'or, des équipements évalués à 600 000 $ américains destinés aux fermes pénitentiaires et à la réinsertion socio-professionnelle des détenus. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a remercié les partenaires de la RDC qui prouvent à suffisance l'intérêt qu'ils portent à l'action du gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines de la justice. Rose Mutombo a saisi cette occasion pour remercier singulièrement le PNUD pour ces gestes qui traduisent la volonté d'accompagner les ministères de la Justice dans la réforme de son secteur. Je saisis cette occasion pour remercier particulièrement et vivement le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de Suède. Je rassure les uns et les autres que ces matériels seront utilisés en bon père de famille. Pour Rokiaye Dieng, représentant résidente adjointe au programme, le PNUD appuie le gouvernement de la RDC à travers le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans les renforcements de l'état des droits, les réformes en matière de gouvernance et la lutte contre l'impunité dans une perspective de stabilisation et de développement du pays. Et ces programmes concernent 4 zones d'intervention, à savoir le Nord Kivu, Kinshasa, la province de Tanganyika, ainsi que celle du Kasaï central. Cet appui constituait principalement des engins et outils agricoles, des équipements de boulangerie, pâtisserie, savonnerie et menuiserie, constituent un pas de plus dans l'objectif ambitieux de la modernisation de l'administration pénitentiaire. Le Club national des sous-traitants du Lualaba annonce sa sortie officielle en octobre prochain. Cette structure encadre les prestataires locaux dans les secteurs miniers, déjà protégés par la loi sur la sous-traitance. Les responsables de ce club ont eu des échanges avec l'administration de la FEC. Mireille Ndeke, Silouvundi.
Les Congolais qui émergent méritent d'être encadrés. Le secteur de la sous-traitance l'illustre bien avec la loi relative à la sous-traitance qui donne des avantages aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Le Club national de sous-traitants du Lualaba en est conscient. C'est dans ces contextes que la coordinatrice de la Chambre de mines de la FEC, Bernadette Poundou, a accompagné le secrétaire général de ce club auprès de responsables de la FEC, respectivement l'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongue, et le secrétaire général de la FEC. Occasion saisie pour remettre officiellement à ces autorités l'invitation annonçant la sortie officielle de ce club au mois d'octobre prochain. Et ce club a toujours travaillé avec la Chambre des mines. Nous, au niveau de la Chambre des mines, nous jouons un rôle de charnière. Nous sommes là en train de faire la facilitation pour que les gens puissent répondre aux exigences nationales et internationales sur la loi de la sous-traitance et aussi sur le professionnalisme. Et de l'autre côté, pour demander aux entreprises de tenir compte de la présence de ces entreprises congolaises. L'initiative louée par l'AD de la FEC qui a réitéré son engagement à accompagner les jeunes entrepreneurs œuvrant dans ces secteurs. Il est vrai qu'il y a quelques années, cette sous-traitance fonctionnait très bien. Malheureusement, les choses ont évolué dans le mauvais sens. Ce que je lui ai demandé, c'est que, évidemment, ils doivent adhérer au niveau de la FEC, parce que pour que nous puissions les soutenir, continuer à soutenir, il faut évidemment qu'ils soient partie prenante au niveau de la Fédération des entreprises du Congo. Le secrétaire général du Club national de sous-traitants du Lualaba s'est dit satisfait de l'attention accordée au secteur de PME, pourvoyeur de richesses en RDC. La société civile vient de mener une enquête sur l'exécution du budget 2021. Les résultats ont été présentés au cours d'une conférence de presse organisée dans le cadre du dialogue pour l'amélioration de la transparence et de la participation dans les finances publiques en RDC. Riki Nzuziloya, Mayawel. L'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, les possibilités formelles pour le public de participer au processus budgétaire national et le rôle des institutions de contrôle budgétaire constituent les voies principales de l'enquête sur le budget ouvert 2021, dont les résultats ont été présentés à Kinshasa par le réseau Gouvernance économique et démocratie avec la participation de l'Observatoire de la dépense publique. Cérémonie présidée par le coordonnateur adjoint de la cellule de changement des mentalités. L'enquête a donc permis à la société civile locale d'évaluer et de s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et l'utilisation des fonds publics. Les résultats portent sur la transparence, c'est-à-dire la capacité du pays à mettre à la disposition des parties prenantes l'information budgétaire tout au long du processus budgétaire, mais aussi sur le contrôle. Mais là, nous avons un résultat qui met le Congo en exergue. Il faut le noter. Vous avez regardé, le Congo se classe même devant les États-Unis d'Amérique sur le plan de la participation des citoyens. C'est une organisation américaine qui chapeaute. L'enquête est objective. La RDC vient en tête en Afrique avec une note de 35 sur 100 pour la participation citoyenne et 44 sur le contrôle budgétaire. Le procureur général près la Cour des comptes, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF et le cadre de concertation nationale de la société civile ont tous loué l'initiative. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale du tourisme à Kinshasa. Un concours a été organisé dans les filières telles que hôtellerie, hôtesse d'accueil dans plusieurs écoles de Kinshasa. L'objectif, c'est comment atteindre la mise en valeur de l'impact du tourisme sur le développement économique de la République démocratique du Congo. Georges Frédéric Ndibou. Le monde célèbre le 27 septembre de chaque année la Journée mondiale du tourisme. Cette année, placée sous le thème « Repenser les tourismes ». En marge de ses activités, l'Office national du tourisme, ONT, a initié un concours en faveur des élèves de quelques écoles dans le cadre d'une formation continue. L'objectif est de faire connaître le produit et les potentialités touristiques de la RDC, tester les niveaux des connaissances des élèves sur la culture générale, la mise en valeur de l'impact du tourisme sur le développement économique du pays, pour ne citer que cela. Ce n'est pas pour la première fois que nous organisons ça.
C'est ça, c'est la deuxième édition. Vous venez de constater, à partir de ce genre d'activités, nous essayons aussi de juger le niveau de nos enfants. Nous sommes de la filière de tourisme, il y a la filière accueil et il y a aussi l'hôtellerie. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, il y a tout un tas d'activités qu'on peut développer et nous avons choisi la formation. Et avec la formation, nous avons les concours où nous avons à voir comment nos enfants sont à quel niveau et ça va nous permettre, nous, ONT, de voir qu'est-ce que nous pouvons contribuer du côté formation de nos enfants. Parmi les 6 écoles de la capitale sélectionnées, le lauréat du concours est un élève de l'Institut technique professionnel de Matongé, suivi de l'école Notre-Dame de Fatima et du lycée Matongé. Ces élèves ont eu droit à quelques cadeaux reçus de main du représentant de l'Office national du tourisme, ONT. Modernisation des équipements de la RTNC. La télévision nationale veut renforcer sa couverture avec du matériel résistant aux perturbations de l'atmosphère. En mission aux États-Unis, le directeur général intérimaire Robert Belidé-Bunga a noué des contacts avec de nouveaux partenaires. Edith Chala. En mission officielle à Washington, dans le cadre de la modernisation des équipements et des services de la radio-télévision nationale congolaise, tel que décidé par le gouvernement de la République, le directeur général par intérim de la RTNC, Belidé-Bunga, a échangé par visioconférence avec le vice-président de la société américaine Eutelsat, qui est propriétaire des satellites et qui fournit également des antennes paraboliques de grande et petite dimension. L'entretien a tourné autour des possibilités qu'offre Eutelsat à la RTNC à travers ses partenaires Poolsat et AUFES pour assurer une connectivité efficiente entre Kinshasa et toutes les stations provinciales de la RTNC en mettant à disposition l'Internet haut débit grâce à ces infrastructures de la dernière génération. M. Eric, vice-président de Telsat, a assuré à la délégation congolaise de leur disponibilité d'accompagner la RTNC dans cette quête de la plus haute technologie en matière de la communication par satellite. Déjà, au retour de la délégation à Kinshasa, un test sera fait avec la fourniture à la RTNC de 4 antennes de 74 cm déjà disponibles sur place pour rendre opérationnelle la connectivité entre Kinshasa et les provinces. Il faut noter que ces antennes sont dotées d'un modem intelligent capable de résister à toute perturbation atmosphérique. Pour la journée de ce 27 septembre, la délégation congolaise visitera le site Téléport, l'un des plus grands centres de transmission par satellite du monde, situé dans l'État de Virginie. Prise des fonctions aujourd'hui des nouveaux dirigeants à l'agence congolaise de presse. L'équipe de Bienvenue Bakoumani a officiellement été installée aujourd'hui. En image, la cérémonie de remise, reprise, commentaire Emmanuela Commissaire. Dieu merci Soueka. C'est une cérémonie sobre qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Devant le secrétaire général du ministère de la Communication et Médias, les cadres et agents de l'agence congolaise de presse, la nouvelle équipe dirigeante de l'ACP a officiellement pris ses fonctions ce mardi. Une équipe de 4 membres avec Tarsis Kasongomwe Mayamba comme président du conseil d'administration, Bakoumani Bienvenue Marie, directeur général, Jean Médard Luoso, directeur général adjoint et l'administrateur Ali Kalongwa. La remise des outils de travail et autres documents officiels s'est déroulée dans chaque bureau comme ici où le directeur général sortant a cédé le fauteuil avec son successeur. Il y a une confiance que le chef de l'État a placée dans la nouvelle équipe qui a de nouveaux objectifs que le président désire atteindre. L'ACP doit de plus en plus retrouver cette place-là d'organe officiel. Le chef de l'État a pensé à moi pour venir renforcer le conseil d'administration. Je vais donner le meilleur de moi et je vais mettre au sein de l'entreprise mon expertise. Cette cérémonie de remise-reprise intervient quelques semaines après la nomination de la nouvelle équipe de cet organe de presse par ordonnance présidentielle du 31 août 2022. À la recherche de solutions à leurs préoccupations, une équipe du SINAMED, syndicat des médecins, a eu des échanges avec le secrétaire général de l'UDPS. 5 jours après la répression de l'Air March par la police, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à rencontrer les responsables des syndicats nationaux de médecins, SINAMED, pour s'enquérir de la situation. Conscient du rôle que jouent ces hommes en blouse blanche dans notre pays, le numéro 1 de l'UDPS a présenté à ses hôtes les excuses au nom de la communauté et de son parti.
Selon Augustin Kabouya, IDPS est un parti de la social-démocratie qui centre son action sur l'homme, résumé un peuple d'abord, avant de leur assurer son implication dans ces dossiers pour des solutions idoines. Un geste apprécié à juste titre par le secrétaire général de Sinamed, John Sengalwamba. Il a été indigné dans son fort intérieur. Voilà pourquoi il nous a appelés pour que, au-delà de tout ce qui a été fait ou ce qui se fera, qu'il puisse nous parler en tant que responsable d'un grand parti, présenter les excuses par rapport à ce que les médecins ont vécu, mais aussi connaître le soubassement de notre marche. Nous lui avons expliqué le déroulé de tous les événements. Il a été très attentif et lui, en tant que politique, je pense qu'il va agir à sa manière pour que des solutions durables soient rapidement trouvées afin que les médecins reprennent le service. À l'occasion, le Sinamed a fait savoir aux gestionnaires au quotidien de l'UDPS sa disponibilité d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du projet de développement des 145 territoires dans son volet couverture santé universelle. Voilà, c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle la principale information, fin du règne de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu, précisément dans la zone de santé de Beni. La 15e épidémie a duré plus d'un mois. Information délivrée par le ministre de la Santé publique que vous avez suivi dans ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue, 23h. José Baïtouambo, je reviens demain à 20h. Face à l'urgence alimentaire sur le continent, Makutano, premier business forum d'Afrique centrale, invite 600 décideurs économiques à parier sur la République démocratique du Congo le 24 octobre à Kinshasa et le 25 par avion spécial.